Alors, jour 4, au cours de l'enquête sur le dépôt GitHub qu'on a vu dans la tâche précédente sur le site, on a notre Health Recon MacRed qui a identifié une URL qa.santagift.shop. Alors, elle est probablement utilisée par tous les elfes avec des privilèges administrateurs pour ajouter ou supprimer des cadeaux sur le site web du Père Noël. Jusque-là, tout est logique. Le site web, il a été retiré pour maintenance et maintenant, on a Recon MacRed qui analyse le serveur pour voir comment il a été compromis. Alors, est-ce qu'on peut aider éventuellement MacRed à analyser le réseau et à trouver la raison de la compromission du site web? Alors, on va parler un petit peu scan, un principe d'énumération, de numérisation des actifs. On va parler des hosts, des hostnames, des serveurs, des PC, peu importe en fait, l'équipement informatique, les différents types d'analyse, les techniques de scan, de port sweeping, de port scanning et d'autres outils qui nous permettent de faire du scan sur des infras. Alors, déjà, c'est quoi? C'est quoi ce qu'on appelle une analyse? C'est quoi faire du scanning en bon anglais? L'analyse, en fait, c'est un ensemble de procédures qui permet d'identifier les hôtes actifs. Quand je dis hôte, je parle d'ordinateur et pas que. Enfin, ça peut être une tablette, ça peut être quoi? Une imprimante, ça peut être ton smartphone. Mais ce sont tous, quoi? Certains des internets des objets, oui, ce sont tous des ordinateurs. D'accord? N'oublie jamais que, bien sûr, tu fais le distinguo, toi, dans la vie de tous les jours, mais pour nous, c'est pareil. C'est tous des ordinateurs. Ok? Que je pirate ta tablette, que je pirate ton téléphone, que je pirate ton imprimante, que je pirate ton vibromasseur, ce sont tous des ordinateurs. D'accord? Et pour le dernier, ça risque de faire mal. Donc, ils ont tous, ce sont des hôtes actifs. Ils ont des ports, ils ont des services, ils te rendent des services, comme ton vibromasseur IoT, et ça permet de découvrir le système d'exploitation du système cible, identifier les vulnérabilités, les menaces sur le réseau. Donc ces analyses, elles sont généralement automatisées et donnent un aperçu de ce qui pourrait être exploité naturellement, et c'est pour ça que pour nous c'est très intéressant. L'analyse va révéler les parties de la surface d'attaque pour les attaquants que nous sommes, et ça va permettre de lancer des attaques ciblées pour exploiter le système, le ou les systèmes. Alors je vais vous parler de deux types d'analyse. On a l'analyse qui est classée comme active et une autre, par opposition, par dichotomie, qui est passive. D'accord? Tout va dépendre en fonction, tout est fonction, du degré d'intrusion. Au sein de notre collecte d'informations sur un système ou un réseau cible, grosso modo, l'analyse passive, on va dire que cette méthode consiste à analyser un réseau sans interagir directement avec le périphérique cible, serveur, ordinateur, etc., etc. D'accord? L'analyse passive est généralement effectuée à l'aide d'outils de capture, d'analyse de paquets. On a Wireshark qu'on utilise beaucoup, T-Shark, TCP dump, bref, on en a plein. Cette technique ne fournit que des informations de base sur les actifs, que, par exemple, la version d'exploitation du système d'exploitation, le protocole réseau, le port, blablabla, blablabla, par rapport à la cible. D'accord? Donc là, on fait du passif. On sniffe passivement les paquets et on va essayer déjà de récupérer des métadonnées concernant notre cible. Ensuite, par opposition, vous l'avez compris, on a l'active. L'active, c'est une méthode d'analyse qui va nous permettre d'analyser les points de terminaison individuels. Donc encore une fois, quand je te parle de points de terminaison en cybersec, ça peut être ton téléphone, ton smartphone, ton IoT. Je rentrerai pas dans les détails, peu importe ce que tu fais avec tes IoT. Et ça peut être ton PC. D'accord? Ce sont tous des points de terminaison. C'est le nouveau jargon. C'est pour ça qu'on parle d'EDR, d'endpoint. C'est pour ça que même maintenant on parle d'EDR. Alors, l'analyse active, elle consiste à envoyer des paquets ou des requêtes directement à des actifs spécifiques plutôt que de collecter passivement les données en les attrapant au vol, lors du transit sur le trafic réseau. Donc l'analyse active, c'est une analyse approfondie, immédiate, effectuée sur les cibles pour obtenir des informations détaillées. Ces cibles peuvent être un point de terminaison unique ou un réseau de points de terminaison. Je m'attaque quoi? À une machine, ou je m'attaque à une machine qui est sur un réseau avec plein d'autres machines. D'accord? En entreprise, on sera sur typiquement un réseau de points de terminaison où on va attaquer un point de terminaison unique pour ensuite pivoter. Mouvement latéral sur le réseau qui régit les autres points de terminaison. Alors, technique de numérisation, c'est ce qu'on appelle en anglais le scanning, ni plus ni moins. Énumération, numérisation. Alors,
on va analyser efficacement un système d'exploitation, un ordinateur ou un réseau. Alors, l'analyse réseau, je vais développer un peu. L'analyse réseau, vous le savez, elle est généralement issue d'un ensemble d'hôtes, d'ordinateurs en fait, qui sont interconnectés pour partager des informations et des ressources. L'analyse réseau permet de découvrir et de mapper un réseau complet. Alors, quand on parle de mapping, c'est un anglicisme, vous allez le voir souvent. Quand on map, le principe du mapping, c'est justement, je termine mon opération de mapping et quand j'ai mappé, j'ai quoi? J'ai une vision objective, holistique, complète du réseau. D'accord? Mapper, c'est un peu comme dans les jeux de stratégie, vous avez le brouillard de guerre. C'est un terme qu'on utilise dans l'armée aussi. Le brouillard de guerre, c'est tout ce que vous ne savez pas sur votre adversaire. D'accord? Mais dans les jeux de stratégie, on représente le brouillard de guerre comme un vrai brouillard, qui soit gris, soit noir. Et plus vous allez avancer vos unités, Commander and Conquer, pas Commander and Control, Commander and Conquer, si vous avez joué à ces jeux, ou Age of Empire, bref, vous avez compris, on avance, et petit à petit, on va dissiper ce brouillard, et on aura une vue sur l'ensemble de la carte sur laquelle on joue. Vous avez tous joué à des STR, comme on les appelle, des jeux de stratégie en temps réel. Et ben ça, c'est pareil. Là, je vais envoyer des unités pour mapper la carte, d'accord? Je dois connaître l'ensemble de la carte. Mais cette carte, moi, c'est de la topographie, réseau, d'accord? Topologie, pardon. Donc, il me faut connaître toutes les ressources, toutes les informations, tous les ordinateurs, et c'est pour ça qu'on mappe. On mappe le réseau complet pour avoir une vue globale. J'espère que c'est bien clair. Donc, on va avoir les hôtes en direct, les ports ouverts, les adresses IP, les services exécutés sur n'importe quel hôte ou système d'exploitation directement. D'accord? Donc, une fois que le réseau est mappé, un attaquant exécute des exploits selon le système cible et les services qui ont été découverts. Par exemple, on a un ordinateur d'un réseau avec une version obsolète d'Apache qui va permettre, malheureusement, à un attaquant de lancer un exploit contre ce fameux serveur Apache vulnérable. Ensuite, l'analyse de port selon Wikipédia, c'est dans les réseaux informatiques, un port est un numéro attribué pour identifier de manière unique un point de terminaison de connexion et diriger des données vers un service spécifique. Au niveau logiciel, dans un système d'exploitation, un port est une construction logique qui identifie un processus spécifique ou un type de service réseau. Deux points, fermez les guillemets. Trois petits points, fermez les guillemets. Donc l'analyse des ports est une méthode conventionnelle, plus sérieusement, pour examiner les ports ouverts dans un réseau capable de recevoir et d'envoyer des données. Ça tombe bien, généralement un réseau, il peut faire les deux. D'accord? Tout d'abord, un attaquant mappe un réseau complet avec les périphériques, les hôtes installés, pare-feu, routeur, serveur, un poste client. Et après, il analyse les ports ouverts sur chaque hôte actif. Alors, t'as bien compris, scanner 3 machines, c'est un jeu d'enfant. Quand tu vas t'attaquer à des entreprises qui ont des dizaines de milliers d'ordinateurs, là, je te le dis, c'est là qu'on va voir si t'es bon ou pas. D'accord? Donc, le nombre de ports varie en plus, tu sais, de 0 à 65 536 ports, en fonction du type de service qui est exécuté sur l'autre. C'est pour ça qu'il faut avoir de bonnes connaissances en réseau, comprendre l'adressage IPv4, le nombre de ports et quel port est utilisé. C'est vraiment les bases. Donc, on pourrait dire que l'analyse de port appartient aux 3 catégories suivantes. D'accord? On a 3 états. Le port est fermé, ouvert ou filtré. Alors, fermé. L'ordinateur n'écoute pas le port spécifique, d'accord? Typiquement, je te donne un exemple. Tu fais tourner une base de données sur ton ordinateur, d'accord? La base de données sur le 3306 du MSQL, elle va tourner. Donc, automatiquement, il faudra vérifier avec ton pare-feu, mais en tout cas, localement, sur le 3306, sur ton localhost, elle tourne. Et après, peut-être de l'extérieur, c'est le but d'une base de données, c'est que de l'extérieur, on puisse la faire fonctionner, l'interroger, d'accord? Et là, ça sera peut-être sur le port 3306, d'accord? Donc, tu as bien compris que par défaut, tu as plein d'applications sur ton ordinateur sans que tu t'en rendes compte qui sont en train d'ouvrir des ports, heureusement, locaux sur ta machine. D'accord? Mais si après le pare-feu ne comble pas ce port qui est dédié, ça veut dire que quelqu'un de l'extérieur peut s'y connecter. D'accord? Donc, je vulgarise au maximum, c'est plus compliqué. Ensuite, on a les ports ouverts. Donc là, ça coule de sens. L'hôte, il va accepter activement une connexion sur le port spécifique. Et ensuite, les ports filtrés, ça indique que le port est ouvert. Cependant, l'hôte n'accède pas les connexions ou n'accède pas les connexions selon certains critères, tels que l'adresse IP source spécifique.
D'accord? Donc filtrer, grosso modo, il y a un pare-feu qui te fait la nique et qui te dit non, non, j'ouvre que pour les gens qui viennent d'un nœud VPN, par exemple. Toi, tu viens de l'extérieur, tu te connectes pas en VPN, donc bah, je connais pas ton adresse IP et donc tu peux dégager. D'accord? Ensuite, les vulnérabilités. On a des outils comme Qnetics ou Nessus. Grosso modo, l'analyse des vulnérabilités, ça va identifier de manière proactive les vulnérabilités de réseau de manière automatisée, qui permet de déterminer si le système peut être menacé, exploité, techniquement. Donc, je vous parlais, on a de nombreuses solutions gratuites, payantes, pour identifier des failles, avec une base de données préconstruite de vulnérabilités. D'accord? Donc, en pentest, on utilise, je vous disais, Nessus, Qnetics, il y en a plein d'autres, pour identifier les failles dans un système. Mais encore une fois, c'est pas ça qui va vous donner toutes les failles sur un système. Ça, c'est vraiment, ça permet de dégrossir le travail. Après, rien ne vaut un bon pentester. Ensuite, les différents outils d'analyse pour ceux qui débutent, bah on a Nmap qui a été présenté la première fois en 1999 dans Matrix, et on voit Trinity qui utilise Nmap d'ailleurs pour lancer la commande qu'elle utilise dans le film. Le premier Matrix d'ailleurs est réel, c'est un vrai exploit qui s'appelle SSH Nuke et qui permettait il y a 23 ans bientôt de pouvoir pirater l'ensemble des ordinateurs qui utilisaient le protocole SSH v1. Alors, c'est un outil plus sérieusement populaire qui permet d'analyser les ports, découvrir des protocoles réseau, identifier les services en cours d'exécution, détecter les systèmes d'exploitation sur les autres en direct. Alors, je vous avais fait plein de vidéos sur Nmap, allez voir, je vous mettrai des liens. Et puis bien comprendre, parce que c'est un outil dont on ne peut pas se passer. Alors, j'ai démarré la machine et on va se faire un petit SYN scan. Un SYN, pourquoi le SYN? Parce qu'on parle du SYNAC. C'est le principe, ça va nous permettre d'avoir la liste des ordinateurs et des ports associés sur les autres sans terminer la négociation TCP à 3 voies. Je vous avais déjà parlé de ça. Je vous redirige vers les vidéos. Alors ça rend l'analyse un peu plus furtive, mais dans la nature, tu te feras péter avec un SYN scan. Encore une fois, il faudra faire des trucs plus poussé, mais on l'utilise souvent. Grosso modo, le SYN scan, au lieu de faire mes 3 poignées de main, bonjour serveur, le serveur me répond coucou et je lui dis ok, on engage la conversation. Là je lui dis coucou, le serveur il me répond salut, tu veux engager la conversation, et j'arrête là. D'accord? Donc c'est un two-way handshake, c'est pas un three-way handshake. Donc en 2 voies et pas en 3 voies. Du coup, comme je lui réponds pas, il attend la connexion pendant un certain temps et il récupère pas les informations pertinentes, puisque c'est lors de la 3e voie qu'on établit la connexion en TCP, et c'est là où je vais donner des informations sur ma machine. D'accord? Donc ça empêchera le fingerprinting, c'est-à-dire faire une empreinte de mon ordinateur. D'accord? Quel est son noyau, quel est son système d'exploitation, quel logiciel j'utilise, bref. Plein de choses. Je vous avais déjà expliqué tout ça. Là, je vais vous montrer les 3 les plus importantes, mais encore une fois, vous l'avez bien compris, je vous redirige vers les vidéos plus poussées que j'avais faites. Alors, le style scan. Petit s, grand S, d'accord? Plus l'adresse IP. Donc là, vous voyez quoi? Que je fais un style scan et il a besoin de l'évaluation de privilège. Autant pour certains scans, vous n'avez pas besoin d'être root, autant sous Linux, c'est un peu pareil sous Windows. Dès qu'on touche à du réseau, le réseau c'est en très bas niveau, on interagit avec le noyau, avec les couches basses au niveau du modèle, TCP/IP. Donc, il nous faut une élévation de privilège. Donc vous pouvez faire entrer si vous voulez voir le temps qui reste. Là, on voit que donc on a notre latence, on a un SSH, du HTTP sur le port 80, on a du NetBIOS sur le 139 et on a du SMB sur le 445. Voilà, donc là c'est pas très poussé. Je pourrais avoir de plus amples détails en faisant peut-être je peux le mettre un A. Donc je vous disais entrée, vous voyez, il vous dit 25%. Donc là, j'ai demandé un peu plus d'infos et de fingerprinter, et vous voyez que ça prend plus de temps, mais j'ai beaucoup plus d'informations. Alors je retrouve, mais tu vois, il me dit pas que HTTP, SSH ou NetBIOS, il me donne aussi le groupe de travail, il me dit que c'est du Samba. Je sais que c'est un Linux maintenant.
D'accord? Linux kernel. Qu'est-ce qu'on a? On a de l'Ubuntu. J'ai même la version de l'Ubuntu. Le protocole, il utilise de l'OpenSSH en 2.0. D'accord? J'ai la clé de l'autre, hein, la clé publique. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Pareil, hein, s'il manque parfois des bannières, des flags, hein, au niveau de la configuration des serveurs, et on pourra éventuellement attaquer. Donc on a des scripts, hein, je pourrais énumérer NetBIOS, énumérer SMB, on a plein de scripts, je vous redirige vers la dernière vidéo que j'avais fait où je vous montrais comment utiliser les scripts en partie de Nmap. Hein, Nmap, c'est pas que un scanner de port, ça permet aussi de pirater les serveurs. D'accord, je vous l'avais dit. Donc ça, tu vois, là, c'est un petit peu plus poussé, ça prend un peu plus de temps. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire un ping scan. Le ping scan, ça me permet d'analyser les hôtes du réseau sans aller plus loin. D'accord? Je vais vérifier les services, ports, etc., etc. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Pareil, rappelle-toi ce que j'ai fait au début. Ça, c'est le stealth. Ça, c'est le ping scan. Donc, N. Donc avec un petit N, tu vois que ça ping, hein, il me dit que Lost, il est up, mais j'ai rien d'autre. Hein, si je mets un SN, alors là, tu vois qu'il me dit l'état, hein, si c'est filtré ou pas. Tu vois, SN, ping scan, disable port scan, et le grand N, que je te le trouve. Voilà. SN, je viens de faire un TCP nul, en me trompant. D'accord? On a du FIN et du Christmas scan. Pareil, je vous avais expliqué tout ça. Je vais pas revenir là-dessus, mais tu vois que les résultats à chaque fois sont différents en fonction des paramètres que je lui donne. D'accord? Donc on a vu A, et je peux lui dire quoi? Je peux faire une analyse du système d'exploitation. Hein, je veux connaître le type de système d'exploitation. Tu as vu que j'avais fait un grand A, je peux lui faire un grand O. Ok. Donc là, on a même le TCP fingerprint, hein, comme tu vois. Donc ça ressemble furieusement, mais il y a quand même moins de détails. D'accord? Et on peut énumérer la détection uniquement des services. Dans ce cas-là, on avait fait un SS au début. Là, on fait un S grand V. Donc en fait, hein, pour info, tu vois, il te dit que no exact OS match host. Hein, et en gros, il est pas sûr. Il n'arrive pas à déterminer. Donc ce que tu peux faire, c'est récupérer le fingerprint, cette empreinte. Et avec cette empreinte, tu peux aller sur les forums de Nmap, hein, des papas de Nmap, et tu vas pouvoir poser des questions, et tu as des outils en fait pour analyser. Le TCP fingerprint, grosso modo, en fonction de l'implémentation de la stack, hein, de la pile TCP, chaque système d'exploitation, je vous l'avais déjà expliqué, a sa propre implémentation. Alors bien sûr, hein, elle se ressemble furieusement, mais au niveau du noyau, il y a quelques mini variations qui nous permettent de détecter les familles. Est-ce que c'est un Linux? Est-ce que c'est un Mac? Est-ce que c'est un Windows? Et dans ces familles, après, pareil, on va pouvoir déterminer est-ce que c'est un Debian, un Ubuntu ou autre chose. D'accord? C'est justement en fingerprintant, en faisant une empreinte de la pile, de la stack TCP/IP. Et là, il vient de vous faire une trace. D'accord? Voilà. Voilà le fingerprinting exact de ce système d'exploitation. Voilà. Si jamais vous vous étiez déjà posé la question. Et le SV, le SV, on voit que ça regroupe certaines des informations que j'avais déjà récupérées, hein, avec le A. Le A, c'est le all, il te fait tout. Hein, je t'avais montré un petit peu plus en haut. Voilà, le A, il te fait déjà tout, d'accord? Alors tu vois qu'il y a des trucs qui n'y sont pas. Hein. J'ai pas le fingerprinting. Et avec le A, apparemment, il a fait un petit peu plus de tests. Il arrive bien à déterminer que c'est un Ubuntu. Tu vois, il a plus ce doute. Là, il l'a bien identifié. D'accord? Donc tu vois qu'en fonction que ça soit poussé ou pas, eh ben il peut avoir des problèmes. Hein. Tu vois, si tu lui donnes que ça, là, là il est pas sûr. Pourquoi? Parce que Nmap n'a pas fait des tests assez poussés pour pouvoir déterminer quel système d'exploitation fait tourner tout ça. Tu vois? Alors qu'avec un SV, là il y arrive. Hein, il te le dit. Il te le dit, écoute, service info, Linux kernel. D'accord? CPE. Et il a plus de doute. D'accord? Donc certains paramètres sont utiles pour certaines choses. D'autres paramètres le sont pour d'autres. Vous l'avez compris, c'est toute la complexité de Nikto. De Nmap. Pardon. Maintenant, on va passer à Nikto un peu. Donc, Nikto, en anglais, est un logiciel open source qui permet d'analyser les sites web à la recherche de vulnérabilités. Il permet de rechercher les sous-domaines, les serveurs obsolètes, des messages de débugage sur un site web. C'est vraiment un excellent outil, c'est un scanner. Et voilà, il fait très bien le taf.
Alors, qu'est-ce que je peux lui dire? On a vu notre serveur. Est-ce que je peux lui redonner mon serveur? Oui, on va reprendre l'adresse IP. Alors, comment ça marche? On va faire une élévation. Vous n'êtes pas obligé, je crois pas. Nick tout. Alors, le host, faut que je lui précise. Je lui mets l'adresse IP et qu'est-ce qu'il nous faut? Notre séparateur et le port. On a vu que quoi? On a vu que visiblement, il y a bien quelque chose qui tourne sur quoi? Sur le port 80. On a fait tous ces tests, je vous parlais, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir que ouais, en plus, il est filtré. Il y a bien quoi? Il y a bien quelque chose qui tourne. On a un serveur Apache, d'accord? Donc ça veut dire techniquement que quoi? On peut se connecter sur le port 80. Comment je sais ça? Je fais ça et tu vois qu'on arrive sur le serveur Apache par défaut. Et je suis bien en port 80 parce que sinon je serais en HTTPS sur le port 443 et là ça va pas marcher, d'accord? Pourquoi? Parce qu'il tourne pas sur le 443. Le 443 il est pas ouvert sur la machine, il tourne sur le 80, d'accord? Donc tu as bien compris qu'en fait quand je fais HTTP parce que c'est pour les débutants, c'est ça qu'on fait techniquement, tu vois, mais ça marche aussi, t'inquiète pas. Ah, ça marche aussi. Tu vois, ton navigateur, il est intelligent. Il te le met pour toi. Ok, donc on a bien ça. Maintenant, je veux en connaître un peu plus sur ce serveur. Alors, on va le laisser tourner un peu. Je vais mettre à jour mon système d'exploitation aussi. Ça sera fait. Ouais, rien. Ok, parfait. Donc nous, de notre côté, qu'est-ce qu'on voit? On voit certains leaks, les tags, les headers, ça c'est au niveau de la communication, les fields, les flags, le CGI qui peut être utilisé, qui est une ancienne technologie qui peut être détournée pour pirater le serveur, les X-frames, tout ça c'est important, c'est pour ça que vous devez parfaitement connaître les verbes get, post, option, head. Là on voit les 4 verbes qui sont utilisés, c'est-à-dire les 4 méthodes en programmation pour le protocole HTTP qui sont autorisés. D'accord. Et la preuve en est, je peux faire un peu de reconnaissance. Donc qu'est-ce que je peux lui dire? En mode verbeux, ça passe? Ouais. On va lui faire un head à la racine, HTTP protocole 1.1. Voilà. Et je récupère mon head. Tu vois, là, je viens de pousser un verbe et avec un netcat, on s'est connecté. Qu'est-ce qu'on fait? On récupère. Bad request. D'accord? Mais tu vois que je peux faire mon appel, je peux récupérer, je récupère, je vois que c'est une instance, on a Ubuntu, c'est sur une instance Amazon EW, donc c'est aux États-Unis Ouest, ou Europe Ouest, Europe de l'Ouest, pardon, et port 80. Donc vous voyez que je peux quand même essayer de récupérer et faire de la reconnaissance. Ça, je vous avais montré comment on peut se servir soit de OpenSSL pour se connecter en 443 ou on peut utiliser Netcat pour se connecter sur le port 80 et interroger notre serveur. Donc là, ça m'a l'air bien long. Je sais pas pourquoi il met autant de temps. Donc, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu qu'on a du Samba. On a un serveur, donc Samba 445, 139 NetBIOS, 80 le serveur Apache qui héberge la configuration par défaut. Et qu'est-ce qu'on a vu? On a du SSH, port 22. D'accord? Donc, on a 4 ports. Il vient de terminer le scan. Maintenant, ça va être à nous. On voit qu'il a rien trouvé de super sexy. Donc, techniquement, on vient d'aider Elf Recon Macred à exécuter les outils Nmap et Nikto sur notre serveur d'assurance qualité. Vous vous rappelez, on a récupéré dans la précédente vidéo, on avait les mots de passe, d'accord? On a trouvé la liste des ports ouverts, les vulnérabilités, on a remarqué qu'on a un service Samba. Samba, c'est toujours bon pour les pirates, ça permet d'accéder au système via des dossiers de partage. Samba, généralement faiblement protégé, si les gens ne savent pas comment configurer Samba, d'accord? Donc, peut-être que vous vous rappelez, on travaille sur Bandit Yeti, la fameuse APT qui a piraté le Père Noël. Est-ce que éventuellement il n'a pas obtenu quelques noms d'utilisateurs et de mots de passe d'administrateurs? Pourquoi? Pour notre fameux domaine. Je ne sais pas si je peux l'atteindre, mais vous vous rappelez, on a quoi? On a Q1, Santa, on a quoi? On a Santa Gift, .shop. Bon, là ça marchera pas, mais c'est ce qui nous intéresse. C'est ce qu'on avait fait, on avait fait une recherche là-dessus. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on avait vu? On avait vu dans GitHub qu'on avait
un compte qui s'appelait Ubuntu et qu'est-ce qu'on avait? On avait un mot de passe. Alors comment je peux faire ça? Bon là, vous voyez que j'arrive pas à résoudre, ce qui est normal. Comment on peut faire ça? Ben, on va se connecter tout simplement dans quoi? Via SMB. On peut utiliser SMB Client. Ok, donc on voit un SMB, hein, on va essayer de s'y connecter, on a du NetBIOS, donc on doit avoir un share SMB. Si on répond à quelques questions, par exemple si on nous dit, je sais pas, quel est le nom du serveur HTTP, comment on peut récupérer ça? Notre serveur HTTP c'est de l'Apache, d'accord? Et sur un système d'exploitation Ubuntu. Si on nous dit, écoute, quel est le nom du service qui tourne sur le serveur d'assurance qualité, sur le port 22, qui dit port 22, c'est du SSH. Grosso modo, le SMB, hein, qu'on appelle, donc il y a une implémentation côté Windows et une implémentation côté Unix, Linux, d'accord? Ça permet de faire communiquer des machines Unix, Linux avec des machines Windows via le serveur Samba. D'accord? Donc Samba utilise le protocole SMB et ça nous permet de monter tout simplement des partages réseau. Pourquoi? Parce que Samba, c'est une distribution sur les machines Unix avec un client SMB. Du coup, on va avoir une sorte d'interface façon FTP en ligne de commande ou directement dans votre navigateur. Je parle de Dolphin par exemple, hein, vous pouvez le faire en interface graphique. Nous, on va le faire en ligne de commande. Grosso modo, on va pouvoir utiliser cet utilitaire pour transférer quoi? Des fichiers entre le serveur Windows et un client Linux. C'est un des exemples, d'accord? Ou entre différentes machines Linux, d'accord? Mais généralement, c'est pour faire cohabiter deux écosystèmes qui sont antinomiques, hein, Windows et Unix. C'est deux mondes à part. Donc la plupart des distributions, hein, vous aurez le package qui gère ça, c'est le SMBFS, SMB File System, qui nous permet de monter, de démonter des shares SMB. D'accord? Donc on va voir quelques commandes. Notamment SMB Client, hein, qui est le plus utilisé. Le premier truc, c'est récupérer l'adresse IP. Ça, il n'y a pas de problème, on l'a. Maintenant, on va utiliser SMB Client pour lister. D'accord? Donc, on va faire un grand L. Alors, SMB Client, je l'ai. Grand L et adresse IP. Alors, tu vois qu'on me demande, je vais mettre le mien. Ok. Donc on voit un IPC qui tourne, on a l'admin, Samba share. Là, qu'est-ce qu'il faudrait? Il faudrait techniquement, là je me connecte en tant que saltimbanque. C'est bien, mais c'est pas tout à fait ce que je veux. Alors développons. SMB Client, ouais c'est bien, mais moi ce que je veux c'est accéder par exemple à Samba share. Et je veux utiliser un utilisateur bien précis. Ok, donc là, techniquement, je vais lui demander de se connecter en Ubuntu. Pourquoi je fais ça là? C'est parce qu'il faut doubler. Tu vois, il dit not enough, backslash. Ok, not enough, on va doubler, hein, pour que ça soit bien interprété, et on va lui donner le mot de passe. Bam. Et là, on arrive, vous voyez, sur un autre shell. Il a été modifié, hein, donc qu'est-ce qu'il nous dit? On a l'interpréteur de commande qui nous dit SMB. Ok, help. D'accord, sympa. Donc je vois que je peux, je suis rentré dedans, maintenant je peux effectuer des opérations. D'accord? Nous, on va venir récupérer, vous l'avez compris, tout simplement, les documents qui sont là-dedans. Donc si on sort de là. Donc là c'est intéressant, mais c'est pas ça qui me plaît. Qu'est-ce qu'on a vu avant? Je recommence, que vous compreniez bien. On a vu qu'on a un admin. On va essayer de se connecter en tant qu'admin. Et là, c'est intéressant. On voit que dans Samba share, il n'y a rien. Je suis pas allé dans print. Pourquoi? C'est tout simplement les drivers de l'imprimante, hein, des imprimantes réseau qui sont connectés au réseau. Pas intéressant. Les IPC, rien de bien sexy pour nous. D'accord? Ça permet de faire fonctionner le service IPC. Donc,
clairement, hein, dans admin, on a quoi? Bah, on a 2 documents qui vont nous intéresser. Alors, on a flag, je peux faire un more flag. D'accord. Donc vous voyez qu'avec more, hein, c'est le seul moyen de l'afficher, c'est un petit peu particulier le SMB. Et si on fait un more sur le user list, sympa, on récupère les mots de passe, hein, username, password. Donc Santa HR, c'est quoi son mot de passe? C'est Santa25. Voilà les amis, je vous montre une autre façon. Si vous débutez, vous galérez, il n'y a pas de honte à avoir, j'ai envie de dire. Donc voilà comment on aurait pu faire aussi, hein. Vous pouvez aller, alors sous KDE ça merde un peu, mais si vous n'êtes pas sur Plasma KDE, donc sous GNOME ça marche mieux. Je sais pas, sous KDE j'ai eu des problèmes, c'est pour ça que je vous ai montré en ligne de commande et puis j'ai l'habitude de SMB Client. Mais vous allez sur l'équivalent de l'Explorer, hein, GNOME, votre gestionnaire de fichiers. Et vous voyez que vous avez la possibilité de taper, hein, dans location un peu ce que vous voulez. Généralement, on va taper sur le file system de notre ordinateur, d'accord? Je vais lui mettre /tmp ou /var/log, etc., etc. Mais vous avez la possibilité de préciser le protocole, smb : / mettre l'adresse IP et on va automatiquement vous faire apparaître cette fenêtre. On vous dit est-ce que tu veux te connecter en tant qu'anonyme. Donc ça, c'est un certain type d'attaque. On va d'abord commencer à énumérer en anonyme et si naturellement vous avez déjà vous volez l'identité d'un utilisateur, vous allez dans Registered User et on va mettre donc dans username j'aurais mis Ubuntu, dans password j'aurais mis Santa 2022 et j'aurais laissé le domaine en tant que workgroup. D'accord? Et vous faites connect et à partir de là, vous allez pouvoir, avec votre clavier et votre souris, vous balader dans le répertoire admin, Samba Share, IPC qu'on a vu. D'accord? Donc là, ça diffère un peu sur les captures d'écran, mais sachez que c'est possible d'utiliser une interface graphique. C'est le principe de l'UNC, hein, que je vous mettrai en description. Si vous débutez, l'UNC, ça nous permet de rentrer des chemins, hein, qui vont être interprétés. Hein, on peut utiliser des UNC, le meilleur moyen, c'est sous Windows, dans l'explorateur de fichiers. Vous pouvez également, via l'UNC, donner une adresse IP et ça va vous monter automatiquement un partage réseau vers la machine distante en utilisant l'UNC. Donc voilà, nous c'est ce qu'on fait là via l'interface graphique où on utilise tout simplement un client et un des clients les plus connus quand on utilise le SMBFS, c'est SMB Client. Voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.